après des études au cours Sainte-Marie de Anne où j'ai fait le plus gros de mon cursus, je me voyais déjà être dans les relations publiques et relations internationales. Et heureusement que mon père était là pour me faire découvrir une filière que je ne connaissais pas et qui est en fait la finance, qui m'a fait découvrir la bourse, l'investissement, ce qui est très étonnant venant de quelqu'un qui est à la base un littéraire et juridique. Il n'a jamais été question de rester ailleurs. Je suis allée à l'extérieur pour faire mes études, acquérir de l'expérience. Et à aucun moment il n'a été question de poursuivre une carrière dans un autre pays que le Sénégal. Donc je pense qu'un an ou 2 ans maximum après mon bachelor à Boston et une petite expérience à New York, je suis rentrée. Nous sommes venus sur le marché en nous basant sur des hypothèses très favorables parce que les années 2012-2013 ont été les années fastes de la bourse et nous avons démarré notre activité avec un marché avec une tendance baissière. Cette situation nous a appris à être résilients, nous a permis de mettre en pratique toutes ces théories que nous avions sur la finance et nous a aussi permis d'aller au-delà de nos limites en ce qui concerne l'éducation financière que nous souhaitons donner à nos clients et la prise en charge beaucoup plus efficiente que nous proposons à notre portefeuille de clients. On est heureux de dire qu'au bout de 5 ans, effectivement, nous avons pu transformer une start-up en une société financièrement stable. Nous pensons pouvoir quand même convenir que nous avons quand même pu asseoir notre réputation, tisser des relations solides de confiance avec nos différentes parties prenantes et consolider cette relation de confiance que nous avons avec nos principaux clients. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui dans notre pays de démarrer une entreprise. Sans pour autant rentrer dans une propagande féministe, je pense aussi qu'il est très difficile pour une femme dans ce pays d'entreprendre. C'est une expérience humaine qui forge. Et je pense qu'il faudrait avoir un accompagnement certain, aussi bien des structures étatiques qui sont mises en place, mais surtout, et un soutien indéfectible de son entourage. L'adhésion des employés, qui sont les premiers à croire, et surtout, un point très très important, c'est avoir des actionnaires qui comprennent le modèle économique, qui font preuve de patience et qui comprennent que les enjeux sont au-delà du dividende perçu. Je suis adepte du management participatif. Je suis de ceux qui croient qu'on fait une forte recommandation à son collaborateur, on ne l'instruit pas de faire. Je suis de ceux qui croient qu'il faut écouter toutes les parties prenantes lorsqu'il y a une décision à prendre, mais tout en s'accordant sur le fait que la décision finale revient au directeur général qui, ultimement, de toute façon, est responsable de toutes les décisions de gestion. Au risque de paraître très anecdotique, j'ai pris cette pratique de mon père qui, dans mon enfance, je voyais le matin, lorsqu'il arrivait dans son bureau avec une équipe qui est fortement plus importante que la mienne, prendre le temps de rentrer dans chaque bureau et de serrer la main à chaque employé. C'est pour moi un moyen de montrer à chaque employé qu'il est important et qu'il compte. Mais ça me permet aussi de faire mon rapide check-up, de m'assurer que chacun a fait ce qu'il était supposé faire la veille. Et je pense qu'il est très important de dire bonjour. Et en tant que directeur général, le fait d'instaurer cette pratique fait que tous les directeurs de département et tous les collaborateurs, en fait, comprennent
qu'il faut une relation beaucoup plus humaine vis-à-vis de son collègue. Et je pense que ça nous fait gagner beaucoup de temps lorsque chacun sait qu'il peut interpeller directement son collègue plutôt que s'envoyer des mails et savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc je pense qu'il est très très important de se rendre disponible et accessible à son équipe. Toujours dans la même veine de l'accessibilité, je pense qu'il était très important de montrer aux équipes que nous étions tous à la tâche. Et ayant fait le choix à la création de Everest Finance de miser sur une équipe très jeune et souvent sans expérience de travail, il a fallu pendant quand même sur les 3-4 premières années passer beaucoup plus de temps avec eux et leur montrer dans la pratique comment est-ce qu'il fallait procéder et s'assurer que, en tout cas, les bonnes pratiques, on va dire, les bonnes pratiques de métier leur soient transmises. Nous pratiquons le management participatif. Nous avons besoin de recruter des employés qui sont self-driven, qui travaillent avec un niveau de supervision minimal, qui ont un fort besoin d'avoir en tout cas ce sentiment du travail bien fait et accompli, et qui n'ont pas forcément un problème avec l'autorité. Donc, une fois que tous ces prérequis sont déjà là, on va dire que c'est très très facile de pouvoir travailler dans une bonne entente. Il arrive bien sûr qu'on ait des désaccords, mais en tout cas, au moins on s'accorde sur le fait que lorsque nous partageons en tout cas les mêmes valeurs, il est beaucoup plus facile de communiquer. Il nous arrive très souvent d'avoir des séances d'explication très chaudes. Et une heure après, de tous s'asseoir et manger et parler de choses que nous avons en commun sans problème, tout simplement parce que nous pouvons être en désaccord dans le respect et nous devons de respecter la hiérarchie. Donc sur cela, je pense que on a, par la grâce de Dieu en tout cas, on arrive pour le moment à bien gérer cela. Je ne vois pas de stress. L'avantage de faire de sa passion son métier fait que je ne vois pas de stress. Je pense que les gens seront très surpris de voir qu'il nous arrive de faire des pauses déjeuner qui sont supposées être pour casser le rythme et que durant ces pauses déjeuner, on parle encore de finance et de structuration. L'avantage d'être professionnel au XXIe siècle, c'est qu'il existe des technologies mises en place pour nous faciliter la vie. Très adepte du consommer local. Je fais en général mes courses dans un magasin et lorsque je ne suis pas en mesure d'y aller moi-même, je me logue en ligne et je fais mes achats au fur et à mesure qu'à la maison on me remonte des choses qui manquent et à la fin du mois, je fais 2-3 clics et je reçois ma commande. Et ça me permet de pouvoir en tout cas assurer la continuité de service dans mon deuxième emploi, qui est être une mère et une épouse. En termes de modèle, dépendamment du secteur du domaine dans lequel on parlerait, on pourrait en citer plusieurs. Lorsqu'il s'agit de travail et d'abnégation, mon modèle, c'est mon père. Lorsqu'il s'agit de patience, de résilience et de foi, mon modèle, bien évidemment, c'est ma mère. Ça fait cliché, ça fait bien évidemment, mais je pense que lorsqu'on est assez bien fortuné pour avoir quand même les parents que j'ai comme parents, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant,
dans un domaine beaucoup plus intime. Je pense que Sokhna Khadija, la femme du prophète, représente vraiment le porte-étendard de l'entrepreneuriat féminin. Et je pense que rien que sa vie servirait d'école de pensée pour toute femme qui souhaiterait s'investir dans les affaires. Alors, mes projets personnels pour Everest Finance, c'est d'en faire la première régie de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'avoir une très forte inclusion financière. C'est de pouvoir mettre tous ces outils qui permettent aux riches d'être encore plus riches à la disposition de toutes les couches sociales, de permettre à la vendeuse de poissons de Benteigné de pouvoir épargner et d'utiliser toute cette technologie qui est mise à notre disposition pour pouvoir le faire de façon sécure. C'est de sensibiliser les populations au fait que c'est l'épargne qui enrichit. Ce n'est pas le crédit. Le crédit permet aux riches d'être encore plus riches. Mais l'épargne permet aux pauvres de devenir riches. Et lorsqu'on arrivera à être dans une situation où, d'un clic, ma cousine qui serait à Fongolémi puisse pouvoir bénéficier des mêmes outils d'épargne que mon ami Rougui qui est là sur le boulevard de la République, là, je pense qu'on aura vraiment atteint les ambitions de Everest Finance. Mon rêve africain, c'est de faire de Dakar la place africaine de la finance. Utopie. Rien n'est mis en place pour que cela se fasse, en tout cas de notre vivant. Mais je pense qu'on a un pays qui pourrait être la Suisse de l'Afrique. On a les capacités intellectuelles, on a le capital humain, on a la démographie, on a la position géographique qui permettrait au Sénégal aujourd'hui d'être une place financière à l'image de Londres. On y travaille avec nos modestes moyens. On s'impose des standards internationaux de telle sorte que tous les investisseurs internationaux qui, en tout cas d'une façon directe ou indirecte, souhaitent intervenir dans notre marché, puissent y accéder et avoir le niveau de confiance nécessaire pour pouvoir agrandir leur portefeuille dans notre zone. L'un des plus gros risques dans notre métier, c'est le risque de réputation, qui entraîne forcément la perte de confiance lorsqu'on ne l'a plus. Et c'est quelque chose sur laquelle il faut constamment travailler. Parce que je pense que toute une richesse, toute une fortune s'effondre lorsque la réputation crée une perte de confiance. Et je pense que c'est en tout cas l'intégrité et l'une des valeurs en tout cas les plus importantes pour moi. Et la constance, bien sûr. L'intégrité et la constance.